Et donc ce qu'on va faire, on va corriger donc les trois exercices 3, 4, 5. Et si on peut, on commence le nouveau chapitre, le dernier chapitre normalement de l'année. Alors, où est-ce que j'ai mis mes corrections? Ok. Bon, la personne a un envoyé, hein. Donc je ne peux pas savoir si vous l'avez fait. Et je vais mettre là, on va donc travailler sur l'exercice 3, le phénomène d'irisation sur une tache d'huile. Donc c'est ce qu'on voit en fait quand par exemple vous avez une tache de pétrole. Ah, Andrea. Hop. Ok. Attends, faut que je fasse ça, que je mette à jour. Largement OL1. Alors, donc je disais, l'ionisation sur une tache d'huile, c'est ce que vous voyez par exemple quand vous avez de l'essence qui va planter sur la route et vous avez ce phénomène d'arc-en-ciel qui apparaît. Donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. D'où est-ce que ça provient? Ben, c'est justement un phénomène d'interférence. Ça là, mais vous avez décidé d'arriver un par un après l'heure, c'est super galère pour faire l'appel. Ok. Alors, faut que je recharge encore ce fichier. Là, on y est. Parfait. Et donc, ce qu'on va voir, c'est pourquoi est-ce qu'on a un phénomène d'arc-en-ciel lorsqu'on a un phénomène d'interférence en considérant justement qu'une tache d'huile c'est simplement une lame à face parallèle qui a un indice bien spécifique. Donc on vous donne l'indice optique de l'huile, 1,39, l'indice optique de l'eau à 1,30. On assimile une lame à face parallèle d'épaisseur E, et ce que l'on observe, ce sont normalement, si on a vraiment une tache d'huile qui est vraiment uniforme, c'est-à-dire que l'épaisseur est constante partout, ce n'est jamais le cas, hein. On devrait observer des franges circulaires lumineuses, bleues, successives, lorsque l'on regarde sous certains angles. À d'autres angles, on va avoir d'autres couleurs, donc du rouge, du vert, enfin, toutes les couleurs. Ces franges circulaires, à 450 nanomètres, donc qui sont du bleu, on les observe pour des angles de 31 degrés et de 63 degrés. Et ce qu'on vous demande déjà, c'est de trouver la relation qui dit NE lambda, l'angle de réfraction dans l'huile, pour obtenir une interférence constructive. Puisque vous voyez une couleur spécifique, ça veut dire qu'il y a bien eu addition, donc sommation de deux ondes de façon constructive et non pas destructive. Donc vous n'observeriez rien. Et enfin, on vous demandera justement de calculer à partir de ces valeurs, donc en sachant les indices de l'eau et de l'huile, et des angles de réfraction pour lesquels on voit deux franges successives avec la longueur de 450 nanomètres, trouver quelle est l'épaisseur de la tache d'huile. Voilà le problème. Alors, ça, je vais fermer, on va mettre ça ensemble. Voilà. Ah, Anoussa est aussi arrivé. Signalez-vous, hein, parce que sinon, vous serez noté absent. Donc, ça, je ramène Anoussa. Ok. Donc, je n'ai ni Alexandra, ni Lina.
Voilà, et je transfère. Hop. Là-dessus, c'est fois la ligne. Hop. Je peux bien me connecter. Et il y a rien qui marche. Voilà. On va réussir à commencer. Hein. Tac. Alors, la selle, c'est là. Nous sommes dans le cours d'optique géo, donc 11, là, et donc, ah non, c'est pas bon. Allez, les autres, là, les autres cours. Ça devient très compliqué. Ah, voilà. Donc, ici. Ah bah, je vais vous tuer, tous, un par un. Donc, Lina est là. Ok, on se le refait, on le refait. Et enfin, je change ça. La vidéo se coupe tout le temps. Pour moi, c'est fluide. J'ai pas de problème de vidéo. Et ta connexion, pourtant, elle est correcte. Sans connexion. Donc, un temps de latence de 14 millisecondes, ce qui est totalement acceptable pour la vidéo. Alors, exercice 5. Exercice 5, c'est 5 ou je sais plus, là, j'ai plus l'énoncé en face. Présentation, interférence 1, exercice 3, pardon. Exercice 3. Alors, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer? On va faire un petit schéma déjà pour observer la situation, pour analyser la situation. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a une taille d'huile qui est considérée comme une lame à face parallèle. Donc là, on a une huile, d'accord, qui est sur de l'eau, NO. Et quand on a sous certains angles, on se retrouve avec des rayons qui vont pouvoir interférer entre eux de façon constructive. D'accord. L'énoncé vous dit que l'indice, alors le son n'est pas top en fait, pourtant je suis au max, hein, pour le son il n'y a pas de problème. Et c'est bizarre parce qu'avec les élèves de lycée, il n'y a aucun souci, vraiment.
Alors peut-être que je peux parler plus fort, c'est tout ce que je peux faire. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous disait? Indice de l'huile 1,39, N égale 1,39 et NO est égal à 1,30. Ok. On parle, si on donne la longueur d'onde à lambda qui est égale à 450 nanomètres. Et on vous donne les deux rayons successifs d'incidence à 31 degrés et 63 degrés. Donc on a I1 égale 31 degrés et I2 égale 63 degrés. Voilà. Hop, je peux remettre. Je peux recentrer sur la caméra. Alors, la première question, c'est de vous trouver la relation qui existe entre le rayon réfracté et la différence de marche. Valéria, du coup quoi? Ouais, c'est exactement la même chose, c'est pareil. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir la relation qui existe entre les deux. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Les anneaux qui sont observés, donc ça c'est pour la question 1. Les anneaux qui sont observés sont des franges d'interférence d'égale inclinaison, puisqu'on est dans la situation de la lame à face parade, d'égale inclinaison. Ouais, sauf que là, on est dans l'air, dans l'huile et ensuite dans l'eau. D'accord? C'est ça qui va être important. Là, on va considérer qu'on est dans NR. On va prendre NR, qui est égal à 1, bien entendu. La différence de marche entre les deux, là, le but, c'est de calculer la différence de marche. Donc, la différence de marche delta entre les deux rayons réfléchis. Donc on cherche à calculer delta. Donc ça c'est du cours. Vous pouvez le redémontrer à chaque fois, mais on a démontré que la différence de marche entre ce faisceau et ce faisceau, c'était par rapport à l'angle de réfraction qu'on trouve ici, c'était du 2 multiplié par l'indice de la lame, donc l'huile, multiplié par le cosinus de l'angle de réfraction. D'accord? Sauf que, il faut faire attention à un paramètre. N'oubliez pas que lorsqu'on passe d'un milieu moins restringent vers un milieu plus restringent, quand on se réfléchit, le rayon réfléchi va subir un décalage dans sa différence de marche d'un facteur lambda sur 2 en plus. Donc il faut qu'on analyse tous les trajets de ces rayons et est-ce qu'ils subissent une réflexion d'un milieu moins restringent à un milieu plus restringent. Donc déjà si on regarde le premier rayon, lui, il provient de l'air et il est réfléchi sur l'huile. Or, l'indice de l'air étant égal à 1, l'indice de l'huile étant égal à 1,39, on doit rajouter un facteur lambda sur 2. Alors, ce facteur lambda sur 2, il est dû à cause de la réflexion sur le dioptre R huile. D'accord?
Ensuite, on regarde. On passe au deuxième rayon. Lui utilise une seule réflexion qui est au niveau de l'interface huile-eau. Est-ce que je dois rajouter un facteur lambda sur 2 et vérifier? Exactement, Valérie. Il n'y a pas besoin puisque l'indice de l'huile est plus élevé que l'indice de l'eau. Donc, là, il n'y a pas de facteur lambda sur 2. Donc, au total, voilà votre expression de la différence de marge. Je reviens dessus. Me revoilà. D'accord. Est-ce que c'est bon pour la différence de marche pour cette dame d'huile? Un oui, un non, peut-être. Je ne le pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris comment on a obtenu cette différence de marche? Alors, pour le BTS, en général, il simplifie ensuite le problème. Ils disent, bon, ben, on va se placer en incidence normale. Si on est en incidence normale, c'est pas le cas hein, ici, mais si ça devait se passer, si vous êtes en incidence normale, qu'est-ce qui changerait pour l'expression? Alors là, j'ai oublié un peu de pourtant. J'ai oublié le E de N nul. E, parce qu'il y a quand même des vecteurs d'Adam. Alors, le cosinus R en incidence normale, il devient égal à combien? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être en incidence normale? Alors, ça, ce sont des termes de base que vous devez connaître. On en a déjà parlé plein de fois, hein, même en début d'année. Exactement. L'incidence normale, c'est un angle particulier. Comment on arrive? Donc, l'angle d'incidence, normalement, on le mesure par rapport à la normale ici. Donc, si on est en incidence normale, que vaut I?
Exactement. 0. Donc, si I vaut 0, que vaut R? Alors, attention. R ou cosinus R? Alors, attends, j'ai monsieur Benvenet qui m'écrit. Pour savoir qui n'est pas là. Alexandre. Voilà. Cosinus R est égal à 1. Alors, pourquoi 0 déjà? Parce que si tu es en incidence normale, t'as pas de la réfraction, elle se fait suivant la normale. Donc si I égale 0, R égale 0. On se souvient de la loi de Descartes, N1 sinus I égale N2 sinus R. Si I est égal à 0, forcément R sera égal à 0 pour pouvoir assurer la condition de la réfraction de Descartes. D'accord? C'est ça qu'on appelle être en incidence normale. Oui, le cosinus varie entre moins 1 et 1, je suis d'accord, mais si ton R est égal à 0, cosinus de 0, ça vaut 1, tout bêtement. C'est bon? Parfait. Donc on en est là. On a notre expression de la différence de marche. Alors, il faut que je revienne. Où est-ce que j'ai foutu ça? 150. Donc, à partir de là, on vous demande de calculer l'épaisseur de la tâche. Donc, petit 2, calcul de l'épaisseur de la tâche. Calcul de E. Est-ce que vous voulez que je répète pourquoi il y a facteur lambda sur 2? Que je vous fasse une phrase correcte avant. Allez, donc avant d'écrire ça, on va faire une petite phrase. Donc on va écrire que le facteur lambda sur 2, parce que ça aussi c'est une question qui est posée au BTS, qui vous demande de justifier l'existence ou non d'un facteur lambda sur 2. Donc le facteur lambda sur 2 provient de l'inversion du champ électrique du premier faisceau, donc c'était le premier faisceau réfléchi, du premier faisceau, lors de la réflexion à l'interface R8. Lors de la réflexion à l'interface R8. D'accord? Donc là, on va pouvoir répondre à la deuxième question. Donc je vais juste réécrire ici. Je vais devoir effacer 2N 1000 E cos R plus lambda sur 150. Voilà ce qu'on a. Alors, pour la question 2, maintenant on peut passer au calcul de E. Alors, ce que l'on voit, ce sont des franges d'interférence. Quelles sont les conditions sur la différence de marche pour observer des franges colorées? Pareil, ça c'est du cours.
Punaise. Quand est-ce qu'on observe, quelle est la condition sur la différence de marche pour obtenir une interférence constructive? Ça, c'est la base du cours. C'est le minimum à connaître. Donc on cherche, on dit que l'interférence est constructive si deux points delta est égal à quoi? Donc dans quel cas vous avez une interférence constructive? C'est le premier cours d'optique physique. C'est la base de l'optique ondulatoire. Soit on a une interférence constructive, soit on a une interférence destructive. Ça, vous êtes obligé de le savoir. Donc c'est constructif quand delta est égal à quoi? Donc constructif quand c'est égal à un multiple entier de la longueur d'onde. Et pourquoi pi sur 2? Lambda. D'accord? Lambda, un nombre entier de longueur d'onde, c'est une interférence constructive. Si c'est un nombre demi-entier de longueur d'onde, c'est une interférence destructive. C'est ce qu'on a fait depuis tout le confinement. On n'arrête pas de parler de ça. Si vous ne connaissez pas ça, je ne peux rien pour vous, je vous le dis. Il y a un minimum à connaître. Et ça tombe tout le temps en BTS. Donc ce que l'on veut, c'est que l'expression qu'on avait terminée tout à l'heure soit égale à ta lambda. Donc on peut écrire soit 2 N1000 E cosinus R est égal à K lambda. Notre inconnu, c'est E. Celui-là. C'est celui-là qu'on cherche. On cherche l'expression de E. Sauf qu'on n'a pas K. Mais on nous a donné deux valeurs de l'angle d'incidence et non pas de l'angle de réfraction pour lesquelles on observe des franges. Donc qu'est-ce que l'on fait? On va exprimer quelle est l'épaisseur pour deux franges successives. Donc ce qu'on peut écrire, j'ai oublié les termes plus lambda sur 2 égale à 4 lambda. Donc qu'est-ce qu'on a? On peut partir à K égale et bien ça me dit. Ouais, ça avait déconnecté. Je sais pas pourquoi. C'est bon, c'est nouveau. Donc je refais. On a notre expression, on cherche A. D'accord? Chose qu'on peut écrire autrement.
on peut simplement dire que 2 n1000 E cosinus R, ça fait K lambda moins lambda sur 2, c'est-à-dire que 2 n1000 E cosinus R est égal à lambda facteur de K moins 1. Voilà ce qu'on peut écrire. Est-ce que ça va? C'est bon pour le moment? Maintenant, les angles de réfraction, R1 et R2. On va appeler R1 et R2. Les angles de réfraction R1 et R2 des deux anneaux bleus, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'ils vérifient cette relation. On vérifie cette relation. Ce sont des valeurs, des interférences qui sont constructives. Donc ce qu'on va pouvoir écrire, ça va être quoi? Alors réfléchissons. Pour R1, ça va se passer pour un cas quelconque. Pour K, on va obtenir l'angle de réfraction R1. Pour quelle valeur de K est-ce qu'on va obtenir l'angle de réfraction R2? Si pour K, on obtient l'anneau à R1, à l'angle de réfraction R1, pour quelle valeur de qu'est-ce que je remplace par K pour avoir l'anneau suivant? Si je suis à l'anneau au troisième anneau, quel est l'anneau suivant? Comment on le numérote? La question, elle est simple. Si, par exemple, tu es à l'ordre K, l'ordre K correspond à l'anneau, au premier anneau bleu. Le deuxième anneau bleu, il sera à quel ordre? Et c'est quoi K2? Comment tu peux comparer K avec l'anneau suivant? Si le premier anneau, tu le nommes K, l'anneau suivant, tu le nommes quoi? C'est comme si je te demandais, après le chiffre 3, il y a quoi? Après le numéro 3, c'est quoi le chiffre qui est après 3? 4. Ok. Donc, si le chiffre, on l'appelle K, quel est le chiffre suivant? Non. Bon. Comment je fais pour passer de 3 à 4? Ah. Voilà. Merci Caroline. On passe, on fait plus 1. K plus 1. C'est compliqué?
vous n'avez toujours pas compris comment on passe d'un anneau à un autre, en termes d'ordre. Ben oui, le K caractérise l'ordre de l'anneau, son numéro, le numéro qui le caractérise. Donc si on est au troisième anneau, si on regarde l'anneau suivant, ce sera 3 plus 1, le quatrième anneau. Donc, si je suis à l'anneau K, je serai à l'anneau K plus 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire deux relations. 2n 1000 E cosinus R1 égale K lambda, facteur de K moins 1,5. Pour le deuxième, on va avoir 2n1000 E cosinus R2 égale lambda. Donc c'est K plus 1 moins 1,5, K plus 1,5. Ceci me donne deux équations. Une équation 1 et une équation 2. Le but, c'est qu'il faut faire disparaître K, parce que je ne connais pas la valeur de K. Comment on peut faire? Ben, si je soustrais la deuxième à la première, on va faire 2 moins 1, ça va nous donner quoi? On regarde. Je vais tout écrire, je pense qu'il vaut mieux. 2n 8 cosinus, de E, cosinus R2 moins 2n 1000 E cosinus R1 égale lambda K plus 1,5 moins lambda K moins 1,5. D'accord? Là, j'ai soustrait la deuxième équation et la première. J'ai fait 2 moins 1. Donc tous les membres de gauche, ça me donne ça. Tous les membres de droite de mon équation me donnent ceci. Et après, on simplifie. Sur ce membre, ben je peux factoriser par 2n1000 E. Je retrouve ce même facteur commun ici. Là. Et là. Donc ce facteur commun, je le garde. Ça fait 2n1000 E, facteur de cosinus R2 moins cosinus R1 égale. Et là, j'ai un autre facteur commun. J'ai lambda. Donc, je fais lambda, facteur de la première parenthèse, K plus 1,5, moins K, moins et moins, ça fait plus 1,5. Et au miracle, qu'est-ce qui se passe? Les K se simplifient. Et il me reste 1,5 plus 1,5, c'est-à-dire 1. Donc au final, mon équation, comment elle s'écrit? Je vais avoir 2n 1000 E, facteur de cosinus R2 moins cosinus R1 est égal à 1,5 plus 1,5 fois lambda égale lambda. Et moi, ce que je cherche, c'est l'expression de E. Donc je veux E égale tout ce qui est à gauche et qui n'est pas E, je vais passer à droite. C'est équivalent à écrire que E est égal à lambda divisé par 2 n1000 facteur de cosinus R2 moins cosinus R1. Voilà l'expression qui me permet de calculer l'épaisseur de la tache d'huile. Seul problème, maintenant il faut regarder quelles sont les données qu'on a à notre disposition. Lambda, on le connaît, il nous est donné.
L'indice de l'huile, on le connaît, il nous est donné. Est-ce que l'on connaît R1 et R2? Donc les angles de réfraction pour les deux franges, est-ce qu'on les connaît directement? Non. Parce que les angles qui nous sont donnés, c'est des angles de quoi? Dans le texte, on vous dit I1 égale I2 égale. Exactement, ce sont des angles d'incidence. Donc, comme on connaît, on a besoin des angles de réfraction, il faut qu'on arrive à trouver une relation qui nous permet de calculer ces angles de réfraction. Ce qu'on va marquer. Il reste à calculer R1 et R2. Puisque vous connaissez les angles d'incidence, comment est-ce que vous allez faire pour calculer les angles de réfraction? Très bien, Valérie. La loi de Descartes. On va simplement dire que LR sinus I est égal à N huile sinus R. Donc, sinus R est égal à NR sur N huile sinus I. Et là, on aura tout, puisqu'on va pouvoir déduire les angles de réfraction qu'on va pouvoir insérer dans la formule de l'épaisseur de la lamine. Donc, on va les calculer. Ainsi, sinus R1, ça va être égal à, c'est l'indice de l'air sur l'indice de l'huile. Alors, bien entendu, je ne l'ai plus, c'est plus facile, plus suivante. 1,39. D'accord. 1,39. 1,39 multiplié par le sinus de I1, et I1 nous était donné à 31 degrés. Vérifiez bien que votre calculette est en degrés. De là, vous prenez la calculette, vous calculez le sinus, et ça vous permet de montrer que R1 vaut 21,75 degrés. 21,8 degrés. Et on fait la même chose pour le deuxième. Sinus de R2 avec 1 sur 1,39 multiplié par sinus de 63 degrés. Ce qui nous permet d'obtenir R2 est égal à 39,9. Attends, vous avez tout. Puisque vous avez lambda, vous connaissez N1000, vous avez R2, vous avez R1, vous avez plus qu'à remplacer. Et c'est terminé. Ainsi, donc, E est égal. Alors, la longueur d'onde qui est utilisée, elle est à combien de nanomètres? 450 nanomètres. Merci. 450 qu'il faut mettre en mètres. Donc 10 moins 9. Divisé par 2 fois l'indice de l'huile, 1,39. Multiplié par cosinus de R2, 39,9, moins cosinus de R1, 21,8. Et on trouve que E est égal à 1,06 mètres.
unité plus appropriée, c'est-à-dire que 1, E est égal à 1 micromètre. Voilà pour cet exercice. C'est laborieux, hein? Non, ça devrait pas piquer, hein. C'est des petits exos de base, hein. On va pouvoir passer à l'exercice suivant. Beaucoup plus simple, hein, finalement. Oui, j'attends. Je vais fixer, il n'y a pas de souci. Vous me dites quand c'est bon. Allez, j'efface tout. Alors, je reviens sur le diapo. Donc on en est à cet exercice. Exercice 4, le traitement anti-reflet. Ça tombe assez fréquemment, ça aussi. Et d'ailleurs, dernièrement, ça tombe pratiquement tous les ans depuis plusieurs années. On a une lunette astronomique composée de 3 lentilles taillées dans un verre d'indice NV égale 1,50. Alors, je vais noter au fur et à mesure. Exercice 4. Donc, la lunette astro, 3 lentilles. L'indice pour ces 3 lentilles demeure le même et est égal à NV 1,52. On vous donne le coefficient de réflexion qui sépare 2 minutes d'indice N1 N2 R dioptre. C'est N1 moins N2 sur N1 plus N2, le tout au carré. Calculer le coefficient de transmission de la lumière. Petit 1. Calcul de R lunette. Donc de la lunette dans son intégralité. Comment on fait? Ah oui, attendez, il faut que je vous remette le tableau. Voilà. Alors, comment vous allez faire à partir de ces 3 informations pour calculer le coefficient de réflexion de la lunette? Alors qu'on mette N1 moins N2 ou N2 moins N1, ça revient au même. Donc on va reprendre la table de l'énoncé. Alors, j'attends. Comment vous faites? Ah bah, c'est clair que si la relation est donnée, il va falloir s'en servir. Maintenant, comment tu t'en sers? Et il faut réfléchir. Toutes les informations sont importantes.
Donc vraiment, toutes les informations sont importantes. Le coefficient de réflexion que l'on vous donne, donc je disais, c'est sûr, on va se servir de cette relation. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous en servir? Ouais, j'ai vu, j'ai eu ma connexion qui a baissé. C'est pour ça que je répète. Comment est-ce que vous allez lier les informations qui vous sont données? C'est quoi Fresnel? Ça, c'est un coefficient de Fresnel, justement. Là, j'ai besoin de rien d'autre. Avec les trois infos qui sont données, qui sont écrites sur le tableau, je peux calculer le coefficient de réflexion de la lunette. L'indication qu'on vous donne, c'est la réflexion sur un dioptre. Une lentille est constituée par combien de dioptres? Une lentille, c'est constitué que par un seul dioptre. Et oui, il y en a deux. Il y a un dioptre d'entrée et un dioptre de sortie. En plus, on a déjà fait cet exercice. Donc, si je veux le coefficient de réflexion d'une lentille, si je connais le coefficient de réflexion d'une dioptre, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. Et qu'est-ce qu'on va écrire? Ah, mais ils veulent la transmission de la lunette. Pardon. Transmission. C'est encore un peu plus dur. Première chose que l'on va dire, le coefficient de transmission d'un dioptre. Le coefficient de transmission d'un dioptre, donc T dioptre, c'est égal à quoi par rapport au coefficient de réflexion du dioptre? Première chose. Si vous connaissez le coefficient de réflexion, il faudra faire ça. Et là, répondez à ma question. On cherche le coefficient de transmission d'un dioptre. Comment est-ce qu'on l'obtient si on connaît le coefficient de réflexion? Parce que l'indication que vous avez ici, c'est la réflexion du dioptre. On cherche une transmission. Donc, logiquement, essayons de voir, avant de faire la transmission entière de la lunette, calculons la transmission d'un dioptre. Comment est-ce qu'on l'obtient? À partir d'un coefficient de réflexion.
Vous savez, c'est pas moi qui passe mon BTS. Hein. Parce que ça, on a déjà vu et revu. Alors, il y a de la lumière qui arrive sur un dioptre. Cette lumière, elle peut être soit réfléchie, soit transmise. On considère qu'il n'y a pas d'absorption. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la réflexion et la transmission, sur la somme de la réflexion et de la transmission? Vous avez 100% d'énergie qui arrive, il y a une certaine partie qui va être réfléchie, une certaine partie qui va être transmise. Donc, ça c'est la loi de Descartes. Ça n'a rien à voir avec des facteurs de transmission et de réflexion. C'est écrit dans le cours, R1 est égal à... Mais c'est quoi cette formule? Non. Tout bêtement. Vous avez un dioptre. Il y a de la lumière qui arrive dessus. Il y a une partie qui est réfléchie, l'autre qui est transmise. Vas-y Valéria, tu peux brancher ton micro. Mais du coup, c'est pas N Ah, 100 sur... je n'entends rien du tout. J'entends rien, refais. Attends, j'ai coupé le son en fait. Non. J'entends rien du tout. Ah, bah si ton micro bug, il est... Alors vas-y, écris-le plutôt. Alors, ça, c'est une formule qui te donne directement la formule de transmission à partir des indices, et encore si l'un des deux, c'est l'air. N-1 sur N plus 100 au carré, ça, c'est le coefficient de réflexion avec de l'air. C'est exactement ce qui est écrit là, sauf qu'il y a un des indices, c'est l'air. Pour Doudour, je suis d'accord. Ça, c'est l'expression du facteur de transmission. Mais maintenant, ce que l'on a, nous, dans l'énoncé, c'est simplement l'expression de la réflexion du dioptre. Comment est-ce que vous l'obtenez? Vous obtenez T à partir de R. Là, on a une intensité I0. Là, on va avoir une intensité transmise qui va être égale au facteur de transmission fois I0. Et là, on va avoir une intensité réfléchie qui est égale au coefficient de réflexion fois I0. Qu'est-ce que vous pourrez écrire du point de vue des intensités sur ces trois rayons? L'intensité qui arrive, on doit la trouver où? I0 fois T, c'est ça. C'est l'intensité transmise. Alors, ça veut dire quoi la même, Boudou? Je pense que tu es sur la bonne voie. Maintenant, exactement. L'intensité qui arrive, on doit retrouver la même intensité sur l'ensemble des rayons. Comment est-ce que vous traduisez ça mathématiquement? C'est quoi 3?
Sûrement pas. J'ai 10 pommes au départ. J'en donne 4 à Monsieur Réflexion. Et j'en donne 6 à Monsieur Transmission. Donc c'est comme si j'avais eu une réflexion de 40% et une transmission de 60%. Et mon nombre de pommes, c'est le même. Bon, ça veut dire que Monsieur Réflexion plus Monsieur Transmission, ils ont le même nombre de pommes qu'il y avait au départ. Donc comment vous traduisez maintenant cette équation, ce phénomène, du point de vue des intensités entre I0, IT et IR? Comment vous traduisez le fait que j'avais 10 pommes au départ et je les sépare en 6 pommes pour l'un, 4 pommes pour l'autre? Quelle équation vous pouvez écrire là-dessus? Je ne peux pas faire plus simple. Hein. C'est vraiment inquiétant. 10 pommes au départ, j'en donne 6 à l'un, 4 à l'autre. Quelle est l'équation qui est vérifiée? On peut dire que j'ai 10 pommes au départ, j'en donne 6 à l'un, plus 4 à l'autre. 10 c'est égal à 6 plus 4, non? Bon, maintenant, au lieu de pommes, on a des intensités, avec des noms et pas des chiffres. Merci Caroline, on a bien que I0 est égal à IT plus IR. Donc au final, I0, comme IT est égal à T fois I0, IR c'est égal à R fois I0, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser par I0, facteur de T plus R. Dans quel cas cette équation est vraie? Si T, R est égal à quoi? Oui, 1. Donc si T plus R est égal à 1, T est égal à quoi? Moins R. Donc je peux dire que c'est 1 moins R dioptre. Vous vous rendez compte que vous êtes en bac plus 1 quand même, et que je suis obligé de compter des pommes. Il y a un souci. Là, ce qu'on fait, c'est travailler pas crête. Hein. Je peux pas aller plus bas. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est qu'à la place de T dioptre, je peux écrire que T dioptre est égal à 1 moins. Et maintenant, je regarde. Mon dioptre, c'est un interface entre
quel élément, quel matériau et quel matériau. Le dioptre sépare quel type de matériau. C'est pas une réponse, lentille. Je te demande, ça sépare quoi et quoi? Donc il faut deux réponses. D'accord, Valéria? Et quels sont ces deux milieux différents dans le cas d'une lentille? L'air et le verre. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'on va avoir comment on peut l'écrire, le verre, moins l'air qui vaut 1, sur le verre, plus 1, le tout au carré. Et ça va me permettre de calculer le coefficient de transmission d'un dioptre. Ainsi, la valeur du coefficient de transmission d'un dioptre, j'ai un seul, vaut, et on calcule. On va avoir T dioptre égale 1 moins 1,52 moins 1, 1,52 plus 1, le tout au carré. Et ce qui nous donne notre résultat intermédiaire de transmission d'un dioptre. Moi, quand j'ai calculé, j'ai 0,957. C'est-à-dire 95,7% de la lumière traverse le dioptre. Le reste est réfléchi par ce dioptre. Maintenant, la lunette comporte trois lentilles. La lunette comporte trois lentilles. D'accord? C'est-à-dire combien de dioptres? Si la lunette a trois lentilles, elle a combien de dioptres? Très bien. C'est-à-dire 6 dioptres. Donc, le coefficient de transmission de la lunette vaut T lunette est égal à quoi par rapport à T dioptres? Comment je calcule le coefficient de transmission total de la lunette, sachant que je connais le coefficient de transmission d'un dioptre qui constitue la lunette? Moudour, non. C'est pas ça qui se passe. À chaque fois que le rayon lumineux traverse un dioptre,
il se prend un facteur t dioptres. Donc imaginons, s'il en traverse 2, est-ce que tu ferais 2 fois t dioptres? C'est une erreur classique. Ça. Non. Pareil, c'est une formule du cours. C'est simplement, à chaque fois qu'on rencontre un dioptre, c'est comme dans l'indice, c'est t dioptres à la puissance 6. Si on avait eu 20 dioptres, ça aurait été t à la puissance 20. Donc au final, ça vous donne le coefficient de transmission de la lunette qui est égal à 0,957 à la puissance 6. Et quand on calcule, on trouve 0,768. Voilà le coefficient de transmission de votre lunette. Bon, on n'aura même pas le temps de faire les 3 exos. On va finir celui-là. Et... Donc on a 76,8% de la lumière qui arrive à traverser l'intégralité de la lunette. Le reste sera réfléchi sur les différents éléments optiques que l'on a dessus. Alors, ça c'est pour la question 1. Je remets l'énoncé. Donc, ce que l'on a, on vous dit ensuite qu'on veut améliorer le coefficient de transmission de la lunette. Parce que c'est vrai, en lunette astronomique, ce que l'on veut, c'est absolument avoir beaucoup de lumière qui arrive à la sortie de la lunette. Donc, pour améliorer le coefficient de transmission de la lunette, on va faire un dépôt anti-reflet. L'anti-reflet, c'est justement pour éviter la réflexion. Et on va déposer une couche mince de cryolite. Question 2. Rappelez brièvement, en vous aidant d'un schéma, le principe du traitement anti-reflet. Donc, 2 principes du traitement anti-reflet. Alors, quel est ce principe? On veut jouer sur des interférences destructives cette fois. Donc, le traitement anti-reflet repose sur le fait que les faisceaux réfléchis
interfèrent de façon destructive. Première chose. Si on fait un schéma, on va avoir notre couche de cryolite. Je vais faire un peu plus gros. Notre couche de cryolite et notre verre. Ça c'est le verre, ça c'est la cryolite. Je suis en H. Les indices, N, N0, et là c'est l'air 1. On a donc un faisceau qui arrive sur la cryolite, qui est réfracté. Une partie est réfléchie, une partie est réfractée dans la cryolite, l'autre partie est réfléchie. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces deux faisceaux ici interfèrent de façon destructive. D'accord ? Donc, ce qu'on a à dire, c'est que pour garantir une extinction que l'on veut la plus grande possible, donc maximale. Les rayons réfléchis doivent avoir des intensités qui sont proches. Les rayons réfléchis doivent avoir des intensités proches. C'est-à-dire que ce faisceau ici doit avoir à peu près la même intensité que le deuxième réfléchi. D'accord ? Dans le texte, ce qu'on vous donne, voilà tout ce qu'il y avait à dire. Pas plus compliqué. Alors, quel devrait être l'indice théorique du matériau idéal à déposer ? Aucune démonstration n'est demandée, parce que cette démonstration, on l'a déjà faite en classe. D'accord ? Dans le cours, vous l'avez, mais vous devez la connaître. C'est une démonstration qui peut être exigible le jour du BTS. Donc, revoyez cette démonstration. Mais au final, pour la question 3, là, on ne vous demande pas la vie. 3, indice théorique du matériau à déposer. Donc ça c'est du cours, mais on peut revenir dessus. Comment je vais l'écrire ? L'indice optique du film de la couche anti-reflet doit vérifier une certaine relation, celle qu'on a démontrée en classe. Ça doit vérifier que le fait que N0, l'indice de la cryolite, doit être égal à la racine carrée de l'indice du verre sur lequel on dépose notre film anti-reflet. C'est égal à racine de la Et donc on a tout à calculer. Ce que l'on va dire, on fait l'application numérique. N0 doit être égal à racine du verre que l'on utilise, qui valait 1,52.
c'est-à-dire N0 est égal à 1,23, qui correspond justement à l'indice de la cryolite. Et c'est pour ça que dans tous les verres optiques, lorsqu'on fait un traitement de surface anti-reflet, on utilise la cryolite. Ouf, voilà pour ça. Il nous reste une question. Alors, je remettrai après. Ah non, c'est pas ça. Interférence. Ça, c'est pour changer de l'année. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, on a fait cette question 3. Maintenant, on vous dit, le dépôt est réalisé pour des radiations de longueur d'onde à 560 nanomètres. Et maintenant, si on veut que notre anti-reflet soit efficace, il faut déposer la bonne épaisseur de couche. Parce que si l'épaisseur est trop grande ou trop faible, vous n'aurez pas une interférence destructive qui va permettre justement d'optimiser la transmission de vos faisceaux lumineux. Et ce qu'on vous demande, c'est d'établir et de justifier l'épaisseur minimale de cryolite à déposer. Question qui tombe tout le temps. Ça, c'est vraiment un grand classique du BTS, cet exercice. C'est vraiment un des plus grands classiques. Il y a très peu de sujets où il n'y a pas ça. Je vous le dis. Donc, on va faire. Alors, c'est ça. Épaisseur de la couche anti-reflet. Épaisseur du film anti-reflet. Alors, comment on répond à ça? On va refaire un schéma. Le but, c'est d'avoir des interférences de type destructif. Donc, si on refait notre schéma ici, on a l'air, on a N0 qui est égal à 1,23 et on a le verre qui est égal à 1,52. Nos rayons font ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que la différence de marche entre ces deux faisceaux, elle est égale à quoi? Exactement comme l'exercice d'avant. Alors, à quoi est égale la différence de marche entre ces deux faisceaux? Alors ça, c'est pour la suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expression de la différence de marche entre les deux faisceaux. Ensuite, on va pouvoir dire qu'ils interfèrent destructivement. Donc, on voudra que ce soit un demi entier de longueur d'onde. Vous n'arrivez pas à structurer votre raisonnement. Vous balancez les formules, en fait, sans même essayer de comprendre le phénomène physique qui en découle. C'est pas comme ça qu'on réfléchit.
Donc, quelle est l'expression de la différence de marche entre ce faisceau et ce faisceau? C'est l'exercice qu'on a fait juste avant, quoi. Si vous n'êtes pas capable de voir que c'est exactement la même chose, là, je peux vraiment plus rien. Hein. C'est faux, ce G-là. Mais c'est pas faux, mais ça répond pas à ma question. Tu réponds à côté, c'est du hors-sujet. Quelle est l'expression? Je t'ai pas demandé que doit être la... Quelle condition doit remplir la différence de marche pour être en interférence destructive? C'est pas ça ma question. Ma question c'était quelle est l'expression de la différence de marche entre ces deux faisceaux? Bon, je réponds parce que sinon on n'avancera jamais. Ça va être 2 fois l'indice de la chlorite, cosinus R, pardon, cosinus R. Est-ce qu'on rajoute un terme lambda sur 2? On passe ce rayon, l'air, le premier. Il réfléchit de l'air sur la chéolite qui a un indice supérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, vous ne faites rien, je suis désolé, mais c'est moi qui ai tout. Qu'est-ce qui se passe sur la différence de marche lorsqu'on passe d'un indice moins réfringent vers un indice plus réfringent lors d'une réflexion? Vous avez déjà oublié l'exercice qu'on a fait avant. Hein. Merci. Un facteur lambda sur 2 apparaît. Donc, est-ce que pour ce rayon, est-ce qu'on a un facteur lambda sur 2 qui apparaît? Oui ou non? Mais si on passe bien de l'air à l'indice 1 vers un indice supérieur 1,23, donc ce faisceau, il est bien passé, il s'est réfléchi d'un indice moins restringent vers un indice plus restringent. Donc, lambda sur 2. On regarde le deuxième faisceau. Celui-là, il se réfléchit à cet endroit. Est-ce qu'il passe d'un indice moins restringent à un indice plus restringent? Oui, aussi, on passe de 1,23 à 1,52, c'est un indice plus élevé, donc là aussi, un facteur lambda sur 2. Donc ces deux facteurs se compensent, donc ils n'apparaissent pas dans la différence de marche. Et ça, on le note. D'accord? Ce que l'on dit, les deux faisceaux on va mettre ça, sont réfléchis sur un milieu d'indice supérieur. Donc on pourra rajouter un lambda sur 2 plus un lambda sur 2.
là, il passe de 1 à 23, il se réfléchit. Et ce faisceau-là qui se réfléchit de 1 à 23 sur un 1,52. Donc on voit bien que c'est un truc supérieur. Ok. Il n'y a donc pas. Pardon, c'est pas là. Il y a donc pas d'ajout d'un décalage supplémentaire. Donc là sur 2. Ainsi, on n'a plus qu'à dire que, en considérant une impédance normale, pour simplifier le problème, puisqu'on n'a aucune indication sur les angles, on peut dire que delta est simplement 2N0 E. Voilà la différence de marche entre les deux faisceaux réfléchis. Maintenant, on veut des interférences destructives. L'interférence est destructive. Et donc là, Boudour, qu'est-ce qu'on dit? Delta est égal à quoi? Quand est-ce qu'on a une interférence destructive entre deux faisceaux? Bon. C'est lorsque la différence de marche est un demi-entier de longueur d'onde. Au final, on doit donc avoir que 2M0E est égal à K plus 1,5 fois lambda. Soit E est égal à K plus 1,5 de lambda divisé par 2N0. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'épaisseur la plus fine possible à appliquer. D'accord? La plus petite valeur de E est obtenue pour quelle valeur de K? Pour K est égal à quoi? Non, c'est pas 1,5 de lambda, c'est K plus 1,5 de lambda. Oui, c'est ce que tu as demandé. Merci. Donc, quelle est la valeur de K pour laquelle, dans cette expression, on va obtenir E? K doit valoir combien? Point de vue mathématique, quelle est la valeur de K dans cette expression qui minimise la fonction E? Oui, 0. Donc, c'est-à-dire que E, si je remplace K par 0, je vais avoir lambda sur 2N0, c'est-à-dire lambda sur 4N0. Voilà l'expression de l'épaisseur de couche de cryolite que l'on doit déposer. Et on fait notre application numérique. On va avoir E lambda. On nous dit qu'on travaille à une longueur d'onde de 560 nanomètres. 560, 10 moins 9, divisé par 4, multiplié par l'indice de la cryolite qu'on a calculé avant, 1,23,
Ce qui nous donne du 1,0410 moins 7 mètres, c'est-à-dire 0,1 micromètre. C'est très laborieux. Et franchement, ça m'inquiète énormément. Donc voilà, la semaine prochaine, on va commencer, on fait le dernier exercice, d'accord? Et on va commencer le dernier chapitre. J'aurais voulu faire ça aujourd'hui, mais ça avance pas. Ça avance pas. Il n'y a pas un seul de vous qui a essayé de faire les exercices, qui m'a envoyé quelque chose. Je n'ai rien eu. Et je ne peux pas travailler à votre place. C'est impossible. D'accord? Il va vraiment falloir que vous mettiez au boulot, hein, sérieusement. Tout ça, en deuxième année, pour moi, ce sont des acquis. Parce que là, on va faire des choses qui utilisent tout ça et des trucs beaucoup plus complexes. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement.